Aujourd'hui, ça flex avec Sam. Enchanté. Sam Richon, ton vrai nom. De mon vrai nom. Présente-toi. Quel âge tu as? Ton métier aujourd'hui, ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis Sam, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui, je fais principalement de la photo. Après, ça m'arrive de faire beaucoup de vidéos, de l'étalo, et un tout petit peu depuis récemment, pas mal de design graphique Ok. aussi. Ah, je savais pas ça. Donc voilà. Top. T'es pas le premier photographe pour soi ici, parce que ton premier métier, c'est photographe. Mmh. Mais donc, du coup, on va être obligé de faire une description un peu plus approfondie, on va dire, de ce métier. C'est une question complexe, là. D'entrée de jeu, on y Vas-y, va. let's go, lance. Comment, toi, tu définis ton métier? C'est-à-dire que photographe, pour toi, c'est quoi ta définition de ce mot? Parce que pour plein, c'est juste, t'appuies sur un bouton, tu fais des photos. Toi, c'est quoi ta propre définition? OK, là, ça drop direct. Ah, je te dis, question complexe, on y va. Bah, moi, je pense que, en tout cas, dans nos métiers, on répond, si on part d'un point de vue, on va dire, commercial, on répond à une commande. Ouais. Donc, si, je prends vraiment cet aspect-là, cette direction, c'est de, créer, on va dire, enfin, mettre en place la vision, d'un client. Donc ça Ouais. va être dire, tu peux apporter ta patte à toi, donc ta vision à toi-même, parce que souvent, on est amené à venir te chercher parce que justement, tu as un style en T'as ce style-là, particulier, ouais, tu ouais, as une carrément. vision particulière. Donc on peut venir te chercher pour justement mettre à profit, ta vision. Donc là, tu vas juste, enfin ton job, ça va être, je prends l'exemple par exemple d'une marque de vêtements où, tu as besoin de mettre en valeur les vêtements, tu vas justement, Apporter ton style à toi pour ouais, arriver à voilà, mettre tu une vas DA sur importer le projet en lui-même. exactement. Tu mets Ouais. un peu en valeur la direction artistique du projet. Parfois, c'est toi qui l'amènes un petit peu cette direction artistique. Ouais. Parfois, elle est déjà définie par, la Par la marque, marque. donc tu t'exécutes plus. Mais voilà, tu vas vraiment donner vie à une vision à travers des visuels. Donc c'est de la photo, ça peut aller parfois un petit peu plus loin si tu as vraiment, je te dis une patte spécifique, un process spécifique. Ouais. Tu fais de l'argentique, du numérique, un petit peu du mix des 2. On Donc, en parlera après. c'est vraiment, je pense, tu t'exécutes un peu une commande, si on Ouais. reste dans le côté un peu pub commercial. Après, il y a tellement d'aspects de la photo, tu peux faire du docu, ça peut être vraiment que des projets personnels Mmh. où là, c'est, juste tu mets, en visuel ta vision, Ah, il y a plein de choses. Il y a du report, il y a du ouais, voyage, il y a voilà, tout ça. exactement. Aujourd'hui, si je récap un peu, ça veut dire que toi, dans l'idée, aujourd'hui, tu as une version professionnelle, enfin, tu Ouais, 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 as cette vision professionnelle de la photo où tu as un client qui a une idée et toi, tu dois le mettre en image, grosso exactement. modo. Ok. Si j'en crois, moi, aujourd'hui, ton site, donc samrichon.com, ceux qui n'ont pas été voir, vous pouvez vous rendre sur le site. Quand tu décris ta vision de photographe à toi, Mmh. tu parles d'authenticité, d'émotion, et surtout, tu utilises des termes que moi, j'aime beaucoup, des atmosphères intemporelles et des portraits forts. Mmh. Explique-moi un peu ça. Enfin, cette définition et ces termes, ils sont précis quand même. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ça? Moi, j'ai toujours, été convaincu que et c'est pas mes mots à moi, mais qu'une bonne photo, ça doit d'abord te faire ressentir des trucs, Ouais. d'une émotion, quelle qu'elle soit, tu vois? Et ça, la beauté de la photo, c'est qu'au-delà de faire juste des belles images, tu peux transmettre tellement de choses, tu vois? Et si je reprends le terme intemporel, c'est que en tout cas, moi, dans mon parcours de photo, comme un peu tout le monde, je suis passé par, plein de styles différents, Ouais. de procédés différents et cetera et à beaucoup de fois, je me suis justement fait la réflexion que mes photos, elles me plaisaient à cet instant T, mais que, après quand je la En regardais, 10 ans, ouais, voilà, je ouais. trouvais que ça vieillissait très, très mal, tu vois? Ok. Parce que soit j'avais pris des partis un peu trop importants ou soit je m'étais vraiment ancré dans des tendances, tu vois? Et ce côté intemporel, maintenant, pour moi, il a vraiment eu une importance. C'est que j'ai besoin ou j'ai envie que mes images, à plusieurs années de cela, si j'ai une vision très long terme, Ils sont encore satisfaits de ça. que je sois déjà, moi, satisfait toujours des photos et qu'elles aient toujours la même impact qu'avant, Ok. tu vois? Et et c'est pour ça que, j'ai toujours un peu cette volonté de, créer des images qui restent, tu vois? Ouais, ouais. Que ce soit, même pour, Des archives, du en fait. Enfin, ouais, c'est ça voilà. l'idée. Et Ouais. j'aime bien en plus cette idée de justement créer des archives, où quand tu regardes le travail de grands photographes de renom,
tu vois justement quand tu regardes l'intégralité de leur taf que ils sont restés fidèles à eux-mêmes, tu vois, du début jusqu'à la fin. Sur leur identité à eux. Sur leur identité à eux. T'as pas une époque où elle est différente totalement de l'autre. Et moi, j'ai de plus en plus envie de... C'est dur à trouver ça. C'est dur à trouver, c'est vachement dur. Et je pense que tu le trouves jamais vraiment, tu vois. C'est une construction un peu perpétuelle. Heureusement que ça évolue, sinon après, Bah ouais, envie de dire, à la parce fin, que, tu te putain, fais si chier dans j'étais ton resté process. sur le même look qu'au tout début, au bout d'un moment, tu te tires une balle. Non, mais c'est super important de continuellement de se remettre en question, tu vois. Et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, j'aimerais moins mes photos. Mais en tout cas, je me fais la réflexion maintenant Tu essaies que d'aller vers ça, ouais. voilà, j'essaye d'aller vers ça. Et c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que, justement, les photos que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans, elles me plaisent toujours. Ouais. Alors qu'il y a celles que j'ai fait il y a des années, je peux plus me les voir, quoi. Donc Et pour moi, c'est vraiment important de... Et finalement, ça passe par des choses hyper simples, tu vois. Maintenant, on le voit dans mes photos, elles sont beaucoup moins retouchées qu'avant, elles sont beaucoup moins extravagantes, on va dire, qu'avant. Je reviens vers des trucs plus authentiques, plus naturels. Et je pense que c'est ça qui amène à cette intemporalité, tu vois. Ok, c'est trop intéressant. Enfin, nous, la grosse difficulté qu'on a, et on en parlait tout à l'heure avant qu'on puisse lancer ce podcast, nous, on a une vision carrément plus marketing de la photo. Toi, c'est un truc où... Enfin, moi, c'est quelque chose, j'aimerais pouvoir me diriger un jour vers ça, faire de la photo que moi, je qualifie d'auteur, où on crée quelque chose, on a notre patte, on a notre identité. Il y a des photographes qui font que ça, qui partent en voyage, qui créent des souvenirs, des moments figés que tu ne revis pas deux fois. Nous, en l'occurrence, on crée plus une réponse à une demande marketing qui a vraiment un objectif business pour des entreprises. Et on a moins cette possibilité de créer de l'intemporel. Parce que c'est pour une offre spéciale, c'est pour X ou Y Après, je action. pense que l'un n'empêche pas forcément l'autre, tu vois. Toi, tu as peut-être, en tout cas dans ton activité, tu peux pas forcément joindre les deux. Mais comme je te disais, il y a énormément de photographes. Moi, le premier, ça m'arrive de faire des jobs où je réponds à une commande. Bon, je prends pas forcément le méga kiff, c'est pas ma vision à 100%. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Tu t'éclates. Mais je pense que tu peux toujours... tu sais, il y a beaucoup de photographes qui font énormément de projets commerciaux pour financer leurs projets personnels, tu vois. Et moi, d'ailleurs, c'est un des trucs que j'aime bien aussi, tu vois. Parce que quand tu fais, en tout cas dans ton milieu professionnel, tu as beaucoup de contraintes. Alors, quand tu fais ta photo d'auteur, on va dire, c'est que toi et toi-même. Donc là, c'est que du kiff, tu fais vraiment ce qui te plaît et ce que tu veux. Et c'est là que tu te révèles un petit peu. Toi, tu te révèles, tu te fais plaisir. C'est là que tu kiffes. Et toi, il y a quelqu'un de ta famille qui faisait un peu ce métier ou alors rapproché, on va dire, de l'image de la création? Moi, il y avait ma mère qui était professeure des écoles et qui avait vraiment une grosse dimension artistique. Elle faisait de la peinture, de la sculpture. Elle m'aidait dans tous mes projets un petit peu d'art plastique. Très manuel. Donc, très, très manuel, ce que je ne suis pas du tout. Mais très, très manuel. Et elle faisait pas nécessairement de la photo, enfin même pas du tout, tu vois, mais elle avait quand même cet attrait artistique, tu vois. Par exemple, tous les tableaux que j'ai chez mon père, c'est ma mère qui les avait faits. Donc, elle avait vraiment cette dimension artistique qu'à l'époque, j'avais pas forcément, j'étais pas très sensible à ça parce que j'avais 13 ans, 14 ans, je m'en fichais un peu, tu vois. Mais je pense qu'inconsciemment, ça m'a quand même un petit peu forgé développé un peu un œil plus tard. plus créatif. Moi, j'ai découvert la photo beaucoup plus tard, tu vois, à mes 18-19 ans. Mais je pense qu'inconsciemment, ça a travaillé et que j'en garde quelques aspects, même s'ils sont bien cachés, mais ouais, c'est sûr. Ok. Est-ce que... on va aborder change un petit peu d'univers, on reviendra un petit peu sur... tu verras sur cet aspect parcours. Notre première rencontre, on en parlait tout à l'heure, c'était dans un milieu bien loin de ce que tu fais aujourd'hui. Je me souviens même plus. On était à Snec. Ah oui, c'est vrai. On était à Snec en 2020. Une salle impressionnante, un cadre clairement particulier. Ça remonte déjà il y a 5 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas un projet... Alors moi, ça m'a beaucoup marqué à ce moment-là, parce que j'étais vraiment dans les débuts. Mais j'ai l'impression que toi, c'est pas un projet sur lequel tu t'es reposé. Du moins, c'est pas un projet dont tu t'es vanté ou un projet où tu as beaucoup communiqué dessus. Non. La raison, c'est quoi? Les résultats de tes images, c'est pas forcément satisfait, ou alors c'est la pertinence du sujet avec toi, ta DA, est-ce que tu essaies de construire? C'est quoi vraiment la raison? Ouais, c'est un peu de ça. À l'époque, c'était surtout
super opportunité que j'ai juste prise sans vraiment réfléchir aux conséquences ou à l'arrière. C'était juste, bah voilà, on me proposait au même titre que toi de photographier Snake et tout. Je me suis dit, bon, bah, why not? C'est une bonne opportunité, let's go, tu vois. Puis j'étais avec mon pote, j'étais avec Guillaume, j'étais avec toi. Donc c'était au-delà de ça, juste une bonne expérience, tu vois. D'être, c'était quoi? C'était l'U-Arena, c'est ça? Ouais, c'est à la Défense. D'être à l'U-Arena et tout, à la Défense. Donc c'était une bonne opportunité. Après, moi, à titre personnel, Snake, c'est pas forcément un artiste que j'affectionne plus que ça, tu vois. Ouais. Je écoute pas trop la musique et tout. Et c'est vrai que les photos, bon, je les trouvais cool, tu vois, mais ça rentre plus du tout dans ce que j'aime maintenant, ce que je veux faire. En tout cas, la photographie de concert m'intéresse pas plus que ça. Donc, j'avais plus pris ça comme une opportunité cool. Je passe un très, très bon moment. Après, voilà, c'était pas nécessairement de là, t'es allé sur le truc. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'aime bien, il y a une question que j'aime bien et je trouve qu'il fait réfléchir parce que ça va te faire creuser un petit peu. Et c'est là où on va reparler un peu de ton parcours. C'est de savoir comment s'est déroulé ton premier projet professionnel, en tout cas avec une dimension pro. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu l'assumes encore? Bah, je pense que moi, les premiers vrais projets pro que j'ai faits, qui sont plus du tout ce que je fais maintenant, mais j'ai commencé un petit peu comme tout le monde par la porte du mariage, tu vois. Ok. En 2018 une page Facebook? Ouais, c'est possible. J'avais créé une page Facebook parce qu'à un moment donné, j'étais là, exactement, j'étais là en mode. En fait, c'était quand tu commences un peu la photo et que tu veux faire un peu de thunes, c'est quand même un peu la voie facile, tu vois. Dans le sens où t'as quelqu'un qui te dit, ouais, je cherche pour quelqu'un pour mon mariage. Tu dis, bon, bah écoute, je fais un peu de photos. Ok, je le fais. Après, tu fais un mariage, t'en fais un deuxième, etc. T'es payé des broutilles, mais bon, tu le fais parce que c'est toujours un peu d'argent. C'est toujours mieux que de faire un job étudiant l'été qui te plaît pas. Donc, en fait, c'est vraiment commencé comme ça, tu vois. C'était mon premier vrai job étudiant qui me plaisait, tu vois. Avec des grosses guillemets. Donc, un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Puis, je commençais à en faire plus régulièrement, à tel point que je me disais, bon, est-ce que je fais vraiment du mariage? Et c'est là que j'ai commencé à faire une page Facebook, un compte Insta, etc. Que t'as pas trop alimenté d'ailleurs. Que j'ai pas trop alimenté parce que j'étais continuellement dans le dilemme entre est-ce que je veux vraiment faire de la photo de mariage ou est-ce que c'est juste parce que j'ai pas trop le choix et en fait je rêvais de plus, mais d'un autre côté je faisais un peu d'argent. Donc en fait j'étais continuellement dans ce dilemme où je me dis bon bah ok, ça me fait un peu des sous, mais est-ce que j'aime vraiment bien ça? C'est dur d'amener vraiment une dimension artistique dans le mariage. Alors c'est totalement possible, il y en a qui font des trucs vraiment chambés, des dingueries et tout. Et il y a vraiment un moment donné où je me suis dit, est-ce que j'y vais à 100%? Je fais full mariage, je niche, destination wedding photographer, development et tout machin. Et parce qu'il y avait des photographes de mariage où j'avoue, j'aimais vraiment bien leur taf, tu vois. Mais au final, j'aimais pas trop l'étiquette, tu vois. Même au sein de ma famille, j'avais fait 2 mariages, j'étais photographe de mariage et tout. Et je sais pas pourquoi ça me dérangeait un petit peu. Parce que c'était pas la vision de la photo que j'avais au tout début. Je voulais faire un peu plus de mode, des trucs un peu plus artistiques, etc. Donc, bah, j'ai alimenté au début, puis après, j'ai laissé ça mourir un petit peu comme ça arrivait. Et petit à petit, j'ai arrêté d'en faire. C'est marrant que tu abordes. Enfin, j'ai l'impression que tu as abordé le sujet dans l'autre sens. Enfin, moi, des discussions que j'ai eues avec d'autres photographes, justement, ils ont commencé par autre chose que du mariage, l'auto, des portraits, des trucs très simples, où tu n'as même pas forcément besoin d'avoir une REM derrière, juste pour t'entraîner. Et tu vois, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, on me disait, ouais, moi, j'ai pas envie de me lancer dans du mariage. C'est un skills, hein. Parce que, bah, déjà, quand tu n'as pas vécu de mariage, parce qu'il y en a aujourd'hui, ils ont, je sais pas, 20, 25 ans, ils commencent dans ce domaine et ils n'ont jamais vécu un mariage, même en tant qu'invité, tu vois. Ah, bah, moi, c'était le cas. Hein. Enfin, j'avais fait un mariage peut-être d'une pote, mais j'avais dû faire juste le 29. Enfin, bref, j'avais aucune expérience dans le mariage et en 2 ans, je m'en suis tapé une vingtaine et tout. Et en fait, c'était surtout la redondance qui me dérangeait un peu dans le mariage. C'est que j'avais fait 2 saisons, je jouais un peu toujours les mêmes salles, toujours les mêmes trucs. C'était beaucoup de copier-coller. Bon, après, moi, je suis resté à une dimension du mariage assez classique, tu vois. J'ai jamais fait des mariages de fou furieux. Ce que tu peux faire quand tu niches, tu vois. Où là, effectivement, je pense que c'est intéressant. Mais c'est vrai que... Et surtout qu'en vrai, le mariage, c'est comme je dis, c'est un vrai skills. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, les personnes avec qui j'en ai parlé et qui hésitaient à se lancer là-dedans, c'est parce qu'ils se disaient, mais attends, c'est censé être le plus beau jour de la vie t'as pas le droit de 2 personnes. Chier, quoi. Tu peux pas te louper. Non, donc ça te met une pression de fou. Tu peux pas louper la sortie de mairie. Tu peux pas. Nous aujourd'hui,
du mariage, on en fait toujours. Et on communique pas trop forcément dessus, mais on a vraiment une page mariage sur notre site où on peut retrouver exactement tout ce qu'on fait. On essaie de se créer un peu une identité propre au mariage, avec un style de retouche, etc., que pour l'instant, les gens aiment bien, parce que tu vois, on a encore pas mal de mariages prévus pour 2025, 2026 et même 2027. C'est bien, ça laisse un peu de visu. Mais c'est pas forcément le point sur lequel on mise le plus, parce que aujourd'hui, tu vois, que ce soit Mathilde, Godwin, les autres de l'agence, on bosse tous avec le même matos, les mêmes process, on a tous la même identité, ça c'est top. Par contre, le lien qu'on crée avec des mariés, bah, si on se niche dedans et qu'on fait 50 mariages à la saison, et nous on s'est toujours dit on veut pas faire ça, parce que on crée pas le même lien avec les mariés. Tu vois, nous et des mariés aujourd'hui, on va boire un coup avec eux après le mariage, on va au resto, on se fait ça c'est vrai que c'est un on truc discute sur les réseaux. Quand j'y repense, qui était super gratifiant. C'est super gratifiant de faire du mariage, parce que en tout cas quand tu n'as pas eu de galère et que ça s'est bien passé, en tout cas de faire du travail avec des particuliers, contrairement à des marques, bah, tu as beaucoup plus de gratification. Et tu crées un lien. Et nous, c'est ce qu'on adore. Et ça, j'avoue, c'était assez sympa. Tu vois. Nous, tu as le truc de, tu reçois un message derrière à dire putain, c'était vraiment top et tout. Merci d'avoir créé les souvenirs du plus beau jour de notre vie. Enfin, genre, c'est reconnaissant. On a une position ultra privilégiée dedans. Nous, on part du principe que quand il y a un moment dans la journée où tu as le shooting couple, où tu fais juste des photos avec les deux mariés, bah, faut se dire qu'il y a eux deux et toi, quoi. T'es tout seul avec eux. Et il n'y a que toi, en fait, qui les vois le plus. Tu arrives le jour J, tu les connais pas ou peu, parce que nous, on fait toujours un petit rendez-vous avant, mais tu les connais très peu. Tu ressors, tu as vu le diapo de quand ils étaient gamins, tu as vu des gros dossiers, et à la fin, tu les connais autant. Même eux, ils ont l'impression qu'ils te connaissent depuis 20 ans, quoi. Enfin, nous, on a vraiment cette dimension où on se limite un peu. C'est bizarre, parce que parfois, moi, je me faisais souvent la réflexion que pendant les mariages, tu as une place privilégiée, et en fait, tu connais son père, quoi. Enfin, tu tapes des diapos, tu connais ni d'âme ni d'Adam les gens. Et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai en tout cas un bon souvenir de certains liens que j'ai fait avec des mariés, où c'est vrai que l'année d'après ils te renvoient des cartes, des messages, et en vrai ça fait plaisir. J'avoue que ça fait plaisir. Et puis nous, je te dis, en plus, ce qui est bien, c'est que sur la sphère à Orléans, on fait tout type de mariage. Mais de manière générale, comme on essaie de se diriger vers des services un peu haut de gamme, tu vois, enfin haut de gamme, sans aller non plus dans le trop haut de gamme, mais on essaie de proposer quelque chose de quali. Et du coup, on voit des mariages où à la fin, il y a du feu d'artifice, il y a des groupes de jazz, il y a vraiment des trucs où les animations, pour le coup, c'est charmé, tu vois. Et tu vois pas trop un peu de répétition justement, on a plein de surprises. Alors, tu vois tout, hein, tu vois, pour le lancer de bouquet, des fois, c'est avec un saucisson, des fois, c'est avec... tu te dis, attends, des fois, on voit des dingueries, c'est trop drôle. Mais comme on essaie d'aller sur un modèle un peu plus premium, on a vraiment une DA différente à chaque mariage. Alors après, il y a des tendances. Chaque année, on retrouve des choses un peu... Enfin, des similitudes, forcément. Moi, tu vois, j'essayais plutôt de pas changer ma DA à chaque mariage, mais justement de proposer, en tout cas quand j'en faisais, vraiment un style un peu reportage, documentaire, avec un petit peu de... pas de die fashion, mais de garder un petit peu plutôt ma patte. Et moi, en tout cas, quand j'étais toujours dans l'optique d'en faire, je voulais être appelé. Merde, excuse de la table. Je voulais être appelé parce que justement, je voulais que les gens ils se disent ok, je veux ce mec-là, Sam, qui prend les photos de mon mariage parce qu'il a son style. Parce qu'il a son style et qu'on veut ça à notre mariage, tu vois. Nous, tu vois, c'est pour ça que et ici, je trouve que le mariage, parfois, soit parfois, t'es juste un technicien de la photo. C'est-à-dire que tu te contentes de juste prendre les photos du mariage versus où tu peux vraiment créer justement une histoire autour du mariage, un début, une fin, un milieu. Et ça, c'était intéressant, tu vois. C'est ce que nous, on essaie de retranscrire, tu vois, là-dedans. Même si on est plusieurs à faire un mariage, on a une identité. On a créé des presets qu'on utilise pour nos edits. Mais au niveau des teintes, tout ça, il y a une harmonie de couleurs parce que c'est notre style. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de donner comme style en photo. Je sais pas si tu connais, à Orléans, il y a Maxence, la Filmance. Et sa copine qui font des photographes à deux, photos, vidéos. Eux, ils sont encore plus premium, tu vois. Ils en ont fait un aux States il y a pas longtemps et tout. Enfin, ils font vraiment des trucs encore plus chiadés. Et eux, c'est pareil, ils ont leur style, leur truc et tout. C'est vraiment top. Au bout d'un moment, t'es un peu obligé, hein, si tu veux te démarquer. Et en plus premium, de toute façon. Aujourd'hui, nous, on est une porte d'entrée à ce monde-là où on raconte des histoires sur un mariage. On se contente pas de faire un report comme si on était un journal. Mais si tu veux aller encore plus dans le storytelling, je t'invite à aller regarder un peu ce qu'ils font. C'est vraiment cool.
Au-delà du mariage, je ferme la parenthèse. Après ça, j'ai l'impression que tu t'es dirigé vers un autre style. Alors, je vais même pas dire j'ai l'impression, c'est que je le sais, parce que c'est à ce moment-là que je t'ai connu. Si je te parle du Lucid Dream, le Lucid Dream, avec l'accent. Hein. Ouais. T'es parti à Chamonix? Lucid Dream, non, c'était une période de ma vie où je travaillais sur l'île de Jersey. Ok. Je faisais un truc à rien à voir, je faisais de l'hôtellerie. Parce Ok. que j'étais un peu du père. Je venais de terminer un peu mes études qui me plaisaient pas. J'étais à Orléans, mais je devais quand même un peu travailler. Ouais. Donc, je m'étais dit, c'est une période où je faisais de la passion, mais c'était encore je faisais de la photo, mais c'était encore de la passion. C'est de l'expérimentation, même plus. Ouais, voilà, c'était plus de l'expérimentation. Donc, je devais quand même un peu faire quelque chose. Et j'avais décidé de faire, je m'étais dit, quitte à faire un job de merde, autant faire un job de merde à l'étranger. Ailleurs, ouais, carrément. Donc, je suis parti faire l'hôtellerie à Jersey. Ouais. Et donc, j'ai passé 8 mois à peu près. Et en parallèle, je faisais toujours de la photo pendant mon temps libre. Et justement, les trucs un peu lucid dream, où je pense que quand tu regardes mon travail de cette époque-là, il était très moody. C'était j'étais vraiment matrixé par l'aspect cinématique, tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'on en revient au truc intemporel, où justement, je trouve que cette période-là, elle était trop ancrée dans une période, tu vois, où tout le monde faisait du moody, du cinématique, etc. Et moi, j'étais à fond là-dedans, les trucs un peu science-fiction, Dune, Blade Runner et compagnie, là. Et clairement, tu t'en sortais bien. Mais du coup, tu vois, c'était des trucs où je retouchais beaucoup. C'était vraiment c'était intense, tu vois. Mais c'était une période et je faisais beaucoup d'autoportraits, tu vois, cette période-là. Ça t'a forgé un peu quand même. Ouais, forcément. Sur de la technique, je parle. Ouais, carrément. Ou même sur de la retouche. En vrai, je pense que de toute façon, c'est des cheminements qui sont un peu obligatoires. De faire un petit peu, pas de la merde, mais des trucs qui te plaisent pas trop, où tu sais, moi, toutes les tendances un peu nulles en photo, je les ai faites. Ok. Le Tylen Orange, les trucs, et je pensais au moment où je les faisais que c'était trop d'art, tu vois. Ouais. Ça, t'as pas connu le sépia. Franchement, c'était pas loin au moment. Mais non, et du coup, bah, à cette époque-là, j'aimais beaucoup, tu vois. Donc, je le faisais à balle. Mais quand tu vois, par exemple, moi, j'ai archivé tous ces trucs. Je me regarde mes archives d'il y a 3-4 ans versus ce que je fais maintenant. Mais c'est aux antipodes, tu vois. Ah, t'es plus dans le même style. Avant, tu donnais carrément des noms au projet. Il y en a un qui aime bien le faire ici, c'est Godwin. Ouais. À chaque fois qu'il poste une photo sur Instagram, il donne une thématique, il met un titre. Toi, t'avais du Chasing the Lights, After the Collapse. Ouais, c'était un peu... C'est toujours en ligne, ça, sur ton Behance, si on y va. Ouais, mon Behance, il date. Hein. Mais ouais, j'aimais bien un peu. À l'époque, il y avait ce délire où Behance, c'était un peu plus populaire que maintenant. Ouais. Et j'aimais bien faire des projets, justement, qui alliaient un peu le design à la présentation de tes photos, à justement la photo en elle-même. Et ça rejoint un peu des projets que je fais maintenant en design et tout. Mais effectivement, je donnais des projets parce que avec cette dimension très cinématique, un peu éthérique, tu vois, il y avait ce truc-là, science-fiction. Donc, je voulais donner un peu des termes des trucs un peu oisifs, un peu plus... abstrait. Ouais, c'était un peu un peu abstrait. Hein. C'était un peu pour faire genre aussi, tu vois. On va pas se mentir, mais... Et du coup, dans cette période-là, tu vois, c'est carrément... tu le disais, hein, tu avais un taf à côté pendant que tu faisais ça. Parce que la photo, il y en a beaucoup qui se disent, voilà, c'est pas forcément... aujourd'hui, j'ai l'impression que ça rentre de plus en plus dans les codes, mais à un moment donné, moi, le premier, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais photographe, c'est pas un métier facile, c'est une passion. Les photographes en vivent pas de ça, tu vois. Comment, toi, tu t'es dit... parce que tu as eu ce dilemme à un moment, on en a parlé même, je crois, à ce moment-là. Moi, j'ai fait plein d'autres... Tu me disais, moi, j'ai envie de faire de la photo à titre pro, sauf qu'aujourd'hui, mon univers, quand tu fais du moody comme ça, tu peux pas en vivre, ou très difficilement. Comment tes proches, ils se sont dit, attends, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il veut faire quoi? Et ils sont pas posé une question comme ça. Comment toi, t'as arrivé à sortir de ce truc-là? D'ailleurs, c'est pour ça qu'à cette époque-là, je faisais toujours du mariage. Hein. C'était parce qu'effectivement, quand tu fais de l'artistique pur et dur, en tout cas, effectivement, c'est pas vendeur, tu vois. Les marques, elles peuvent pas s'identifier à tes photos, les entreprises non plus, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu trouves du travail, c'est que, ok, tu peux faire des photos pour toi, mais si quand une marque va sur ton compte, sur ton site, elle s'imagine pas, en tout cas, elle peut pas se projeter, effectivement, c'est difficile de trouver du taf. Donc, moi, je me suis toujours aussi, j'ai toujours essayé de remettre mon taf un peu en question. C'est pour ça que même à ces périodes où je faisais beaucoup de trucs très science-fiction, etc., je continuais quand même
à regarder ce que les autres faisaient, à ce que les photographes que j'aimais de ouf et que j'admirais, quel taf ils faisaient, avec quelle marque ils travaillaient. Et surtout qu'au bout d'un moment, tu sais, je me posais, je me disais, bon, bah, ça, c'est ma marque de rêve, ça, j'adorerais faire un peu des trucs similaires. Et c'est des trucs que je faisais pas du tout. Ouais. Et en fait, petit à petit, tu testes des nouvelles choses, ta photo, elle évolue un petit peu. Et après, c'est toujours compliqué d'affiner un peu plus ton style, de toute façon. D'affiner ton style. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est toujours de commencer, tu vois. Une fois qu'un peu et ce qui est compliqué, c'est de trouver les premières personnes qui te font confiance. Tu vois, j'allais te dire ce déclic, parce que t'es parti de ce constat-là, tu t'es dit, OK, il faut que je change. Et à ce moment-là, tu as changé total de style de vie. En fait, tu es parti à Paris, tu as changé de style de photo, tu as changé même de style vestimentaire, tu as changé de coupe de cheveux. Je suis devenu un nouveau parisien, en fait. Tu as changé carrément. Non, mais c'est quoi ce déclic Parce qu'on en parlait à ce moment-là, tu me disais, voilà, tu étais dans ce DM-là. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé un peu sur Insta à propos de ça. Mais tu vois, moi, j'allais te demander comment est-ce qu'aujourd'hui tu vis du coup de ce métier. Est-ce que du coup tu as toujours un à côté? Est-ce que tu as carrément changé en te disant, voilà, moi aujourd'hui mes photos elles sont comme ça vend pas, moi je veux vivre de mon métier, comment est-ce que je fais? Ça a été quoi toi ton cheminement à ce moment-là où tu dis je pars à Paris? En fait, moi j'avais toujours eu, parce que quand j'étais à Orléans, du coup je vivais toujours chez mon père. Et j'avais toujours eu ce rêve un peu cliché, mais je me dis, putain, je vais aller à Paris parce que c'est là qu'il y a un peu... que tout se fait, quoi. Que tout se fait. Moi, j'ai toujours voulu un peu faire des photos de mode, ce genre de choses. Je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je sois à Paris ou du moins dans une grande ville d'Europe. Mais j'avais un peu j'étais matrixé et j'étais fermé d'esprit. Je me dis, il faut absolument que j'aille à Paris, tu vois. Et c'est pas, en tout cas, en restant dans mon quotidien, que j'arriverai à faire la différence et changer les choses, tu vois. Paris, capitale de la mode, t'as une grosse énergie. Et voilà, aussi, je voulais un petit peu prendre, j'avais pas mal de potes, je faisais déjà pas mal d'allers-retours à Paris, tous mes potes, ils habitaient à Paris, donc ça me donnait envie, tu vois, de ouf. Et je m'étais dit, bah, faut que je déménage. Après, c'est toujours, bah, c'est la surprise à personne, c'est compliqué de déménager à Paris, tu vois. Donc, j'ai trouvé un job à mi-temps, où je suis rentré, je travaillais chez Apple. Je travaille toujours aujourd'hui le week-end chez Apple à côté, où je fais rien à voir avec la photo, je répare téléphone, etc. Mais en fait, c'était une porte d'entrée surtout pour moi, pour aller à Paris, tu vois. Parce que, bon, je reviens un peu très rapidement, mais j'ai fait, du coup, après Jersey, j'ai fait une mini-école de photo à Paris pendant 2 ans, pendant le Covid et tout, qui, bon, m'a pas apporté tant de choses, si ce n'est que ça a un peu renforcé mon idée que je voulais vraiment faire de la photo, tu vois. Tu as vu le cadre un petit peu de... Ouais, et je l'avais prise au tout début, j'étais allé pour surtout avoir accès à des infrastructures et être sur Paris. En fait, pendant ces 2 années où j'étais sur Paris, plus comme un étudiant que vraiment y habiter, bah, j'ai vu à quel point il fallait être là, tu vois, si tu voulais faire des trucs et développer un peu ton activité. Et du coup, bon, bref, je pense j'ai réussi à avoir ce job à Apple qui est en soi un bon job alimentaire. Enfin, en tout cas, je m'y plais plutôt bien, même si c'est pas mon plan A, tu vois. Mais c'était surtout une opportunité pour moi de déjà être sur Paris sans trop de gros stress parce que j'avais pas de clients, je t'avais pas là-dedans. C'était un peu un coup de poker, tu vois. Mais surtout, ça me permettait et moi, je m'étais toujours dit, parce que j'ai fait beaucoup de jobs qui me prenaient beaucoup en énergie, parce que c'était jamais ce que je voulais. L'hôtellerie, ce que tu disais. Ouais, mais même dans des jobs photo, tu vois, où au début, vu que t'as pas grand-chose, tu te sens obligé de dire oui à tout. Et ça, je pense, c'est un peu le piège de photographe. Et en vrai, on est obligé d'y tomber à un moment donné dedans. C'est que quand t'as pas beaucoup de demandes, le peu que tu as, tu te sens obligé de les prendre. Mais souvent, c'est des trucs pas fous. Ça t'apporte rien même. Ça t'apporte rien pour ta carrière. Ça t'apporte rien en termes de photos pure et dure. Tu communiques pas dessus parce que c'est des trucs qui te plaisent pas. T'es payé comme une merde, t'es traité comme une merde. Enfin, c'est des trucs qui te prennent beaucoup d'énergie au-delà de l'aspect financier, tu vois. Et moi, je voulais plus ça. Et du coup, au-delà de m'aider pour prendre l'appartement, ce job, il me permettait aussi de pas dire oui à n'importe quoi, tu vois. Et ça a été... T'avais ta sécu, quoi, derrière. Ouais, voilà. Et ça a été vraiment salvateur d'un côté parce que je pouvais vraiment me concentrer sur ce que j'avais envie et les tafs que je prenais, en tout cas en photo, c'était des tafs où soit je les prenais parce que pas forcément il y avait une compensation financière, mais il y avait l'aspect développement qui est intéressant, ou soit justement c'était des trucs qui joignaient les deux. C'était des thunes un petit peu et c'était intéressant pour mon développement. Et du coup, quand
si je comprends bien, hein, quand tu es arrivé à Paris, du coup, tu as fini par emménager à Paris, tu avais Ouais. toujours du coup, ce job chez Apple à côté. Ouais. Et à partir de là, c'était quoi, enfin, à ce moment-là, ton process de création? Comment tu t'es dit, à partir de là, voilà, il faut que j'aille chercher du client ou que je trouve des nouvelles sources d'inspi, ou tu es dans une nouvelle ville avec un nouveau cadre, tu as ton appart, Ouais. que tu agences un peu en déco, je vois, je suis. J'ai commandé un nouveau tapis là, voilà. Ok, pas mal. Et Non, mais non, voilà, non, mais comment tu es rentré dans ce process de création où tu te dis, vas-y, maintenant, je me fais ma vision, je rentre dans ce style un peu plus intemporel. Comment est-ce que tu t'es dit, je développe ce process, parce que on en parle souvent du process de création, tu vois, j'en ouais, parlais même dans un épisode avec Kevan qui est speaker sportif. ouais. Ça n'a rien à voir, mais il a ce process de création de dire comment est-ce que j'arrive à trouver les bonnes phrases qui vont. Mmh. Comment est-ce que toi tu rentres dans ce mood-là? Mmh. Je sais pas si, en tout cas, intentionnellement, j'avais vraiment un nouveau process de création. Moi, je m'étais dit, que, du coup, je voulais travailler un peu plus dans la mode. Ouais. Donc j'ai, le classique, j'ai commencé, tu sais, à faire des test shoots, donc contacter des petites agences, pour shooter des nouveaux mannequins et cetera. Donc faire des shoots sans prétention, mais qui pouvaient un peu plus, heu, bah, se rapprocher de ce que je voulais communiquer pour des marques, tu vois? Ok. Donc des portraits, Ouais, de des faire ton, trucs, de faire ton portfolio, ouais, quoi, ton voilà. Et nouveau en vrai, portfolio je en tout cas. pense que ce qui a vraiment, en tout cas changé un petit peu ma vision, c'est que au delà de changer mes sources d'inspiration, donc les photographes avec qui je travaillais, ouais, avec qui je Ou les regardais. inspi, ouais, ouais. Voilà, j'ai changé beaucoup d'inspi et j'ai surtout un peu changé ma méthode de travail où, c'est un peu le cliché du beau parisien, mais en réalité, j'ai un peu quitté le numérique et je suis revenu vraiment à l'argentique, tu vois? Mm. Et c'est passé par, au début, bah, juste de l'argentique en classique, tu vois? Et en fait, j'ai vraiment un peu plus creusé sur, les procédés, parce que moi, j'étais toujours été très, très, on va dire focus sur: «Je veux vraiment des bons tons de couleurs, je veux vraiment ces couleurs-là, Mm, ces trucs et tout». mm, mm, J'ai toujours des visions très claires de ce que je veux en termes de ton, de couleur, de rendu. Et je trouvais que j'avais un peu plus de facilité à le trouver, Ok. justement avec le procédé argentique, tu vois? Donc au début, c'était, bah, juste du tâtonnement et un petit peu après, j'ai commencé à vraiment, vraiment, on va dire, creuser le truc, où j'ai commencé à faire du tirage argentique, d'aller au labo, de vraiment apprendre le procédé et en fait Rentrer dans la base de la photo, quoi. ouais, et en fait, tu commences à rentrer presque dans une dimension scientifique de la Ce que j'allais photo. dire, chimique, Ou ouais, voilà, parce enfin, que au-delà de tout ce truc-là qui est très, manuel pour le coup, mm. parce que j'étais pas au tout début, On se tu es rappelle, hein, un la peu maman plus, prof d'art ouais, plastique. tu es obligé un petit peu au bout d'un moment bah, de te mettre face à face au roux chromatique, au Ouais. truc, au bidule et bah, mine de rien, ça te fait un petit peu Bah, ça travailler, tu vois? doit, ouais, ça doit te donner pas mal de skills après, même Ça te pour. donne pas mal de skills et que ce soit en rendu et cetera, et moi, j'avais toujours plus de facilité, en tout cas, à atteindre le résultat que je voulais avec ces procédés-là. Ok. Et en fait, ça a changé toute ma philosophie de photo, même les inspirations que j'avais, elles ont changé. Et, heu et en fait, c'est aussi quand je suis arrivé, on en revient à ce que tu me posais la question, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai envoyé un message à tous les photographes que je kiffais, Ok. que vraiment, j'aspirais à Ok. avoir la même carrière qu'eux, tu vois? Ok. Bon, beaucoup m'ont snobé ou m'ont même pas répondu, tu vois? Oui. Mais je me souviens qu'il y a un mec justement que je kiffais bien, qui s'appelle Jules, qui tient une boîte de prod, qui s'appelle Contre-jour Service Ok. à Paris, qui est chambé de ouf. Et ce mec-là, il m'a répondu. Il m'a dit: «OK, pas de problème, si tu veux, viens boire un café avec moi et cetera». Trop cool. Il était adorable et on a bu un café. C'est ce mec-là qui m'a donné mes premiers jobs, à Paris, Oh, des mortel. petits jobs, de mode, Il a pas fait que te répondre, quoi. non, Vraiment, non, il non, t'a il a donné été des mais perches et genre tout. adorable et tout. Il m'a donné des jobs d'étalo, en vidéo, des petits jobs vidéo, des petits Ok. jobs photo. Et en fait, c'est surtout, au-delà des mini jobs qu'il m'a donné, il m'a il m'a un peu donné cette envie de travailler avec les mêmes marques que lui. Ok. Après lui, sa boîte de prod, elle a pris des dimensions, beaucoup plus importantes où ils font des projets de ouf. Et en fait, ça m'a motivé de fou, tu vois? Mm. Et tout ça, après, mis côte à côte, je commençais à avoir, un petit client, un petit deuxième, et ça a un petit peu, Ça. commencé comme ça. Ok. En vrai, le plus dur, c'est de commencer, d'avoir tout le temps ces premiers clients qui te font confiance quand tu as pas grand-chose à montrer. Et après, ça peut faire un peu effet boule de neige, tu vois? Ouais, Après, il y a un carrément. facteur chance,
un facteur. Ouais, puis il y a le facteur opportunité de Paris qui joue voilà un petit aussi, peu. Ouais. Non, mais tu vois, on est en plein dedans là, sur le process de création. Et récemment, alors récemment, non, mais depuis un petit moment, tu as une autre facette, tu n'en as pas parlé, de ce process de création, où tu aimes tout simplement explorer de nouveaux horizons, tu aimes bouger, tu aimes voyager. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait un voyage coupé du monde. En quête de créativité, grosso modo. Totalement. Moi, j'ai eu des échanges il n'y a pas si longtemps avec des gens, enfin, du monde que tu connais, Jonathan Bertin ou Julien Rocheblave, je sais pas si ça te parle, qui est ambassadeur Fuji. Non. On a échangé un peu justement sur ce sujet où en fait, il me disait que quand ils partent, tu vois, que ça soit au Maroc ou ailleurs, ils aiment trop parce que ça les coupe de leur routine et de leur cadre de vie global. Et ils voient, en fait, tout simplement, il y a d'autres cultures, il y a d'autres choses à explorer. Et tu as d'autres possibilités. Toi, tu es parti sur l'île de Nuku'iva. Ouais. Je le prononce bien? Nuku'iva, ouais. Nuku'iva. Tu es parti là-bas donc pendant un petit moment d'ailleurs. C'était quoi, toi, alors, le principal objectif, je suppose, trouver de nouvelles sources d'inspiration et de créativité. Mais tu as documenté un petit peu ça sur ta chaîne YouTube. Pourquoi ce type de contenu? Plus un souvenir perso, plus réellement un contenu que tu as envie d'exploiter? Tout à l'heure, tu disais que tu voulais te mettre un peu plus sur YouTube. Ouais. Bah, il y a déjà, moi, j'étais parti parce que j'adore, en tout cas, quand je voyage, aller dans des coins un peu reculés ou du moins pas trop communs, tu vois. Parce que c'est là où tu rencontres des gens un peu atypiques ou du moins plus authentiques, disons. Authentiques, ouais, ou en tout cas différents de ce que tu vois au quotidien. Et du coup, c'était les Marquises, pour un peu remettre dans le contexte, j'y étais allé parce que justement, moi, ma tante, elle a vécu une dizaine d'années en Polynésie, elle était infirmière, elle a terminé aux Marquises. Et elle m'a toujours parlé de cette île qui était magnifique, etc. Et je m'étais dit un jour, elle y habite plus maintenant, mais je me suis toujours dit un jour, j'y retournerai pour voir ce qu'elle m'avait raconté, tu vois. Ok, mortel. Et j'y étais allé sans trop d'attente. Je savais que je voulais faire des photos, de la vidéo, etc. Mais je n'avais pas de projet précis parce que je n'avais rien prévu. Ouais. Et c'est pour ça, si vous voyez la vidéo, vous le verrez. Mais quand j'y suis allé, moi, j'avais juste en tout cas, une liste de numéros qu'elle se rappelait de sa vie là-bas. En mode, tu pourras appeler machin, peut-être qu'il se rappelle de moi, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens là-bas où j'ai rencontré une dame qui m'a dit, si tu veux, mon mari, il habite reclus sur une île tout seul. Je peux t'emmener en bateau, mais par contre, je viens te chercher que dans 15 jours parce que je ne peux plus y retourner, tu vois. C'est comme ça que j'ai vécu avec des mecs un peu en autarcie comme ça. Et que c'est là que ça a forgé l'histoire. J'en fais d'ailleurs un livre qui va sortir là. Attends, on n'en parle pas trop vite. On ne spoil pas trop. Mais du coup, oui, pour revenir au truc de vidéo, c'est que moi, j'ai commencé en vrai par la vidéo avant la photo. Et c'est quelque chose que j'affectionne de fou. Ouais. Mais j'aime beaucoup le faire pour moi. Et c'est vrai que l'objectif premier, c'est d'en garder un souvenir. Regarder dans 20 ans et dire j'avais fait ça. Parce que des fois, je trouve que c'est quand même dommage. Tu fais des excursions de fou, mais t'en gardes rien, tu vois. En tout cas, tu le gardes dans ta tête, c'est le plus important. Mais j'aime bien me dire que, tu vois, des fois, je regarde ma vidéo, je me dis, putain, c'était charmé mon voyage, tu vois. Et je trouve c'est un peu important, tu vois, de documenter sa vie, même si dans la finalité, c'est pour le montrer aux gens. Mais avant tout, je le fais pour moi, avoir un truc cool, une œuvre, un taf où je me dis, putain, c'est cool, je me suis vraiment donné les moyens de faire une belle vidéo de mon voyage. Et maintenant, dès que je pars, j'essaye quand même de faire un peu des trucs similaires. De documenter un petit peu de cette façon. Moi, je le vois un peu comme un checkpoint. Tu as envie, tu sais plus trop où tu vas, machin. Tu regardes un petit peu ce que tu as fait. Tu dis, putain, à ce moment-là, j'ai fait ça comme ça. Moi, j'ai toujours été hyper admiratif des youtubeurs ou des gens qui documentent toute leur vie, tu vois. Je trouve que c'est un moyen d'archiver sa vie qui est trop intéressant, qui est trop important, tu vois. Tu vois, les pionniers de YouTube, ou même maintenant, il y a beaucoup de monde qui sont sur YouTube, qui documentent leur vie. Et en vrai, je trouve ça trop cool parce que c'est un moyen de revenir sur ta vie qui est trop intéressant pour toi. Et puis, en vrai, je trouve ça intéressant de voir la vie des autres, tu vois, comment ils se démerdent à l'étranger, comment ils font ci, comment ils font ça. C'est des sources d'inspiration pour certains. Moi, je suis pas du tout de la team aigri, je kiffe, tu vois, de voir des gens qui partent, qui se donnent les moyens, qui sont créatifs, etc. Et si moi, ça m'a inspiré, je me dis peut-être que moi, à ma petite échelle, je peux inspirer quelqu'un, tu vois. Donc, il y a aussi cette dimension où je me dis,
bah, peut-être que, et je le dis dans la vidéo, que, bon, certes, moi, je suis allé très loin et il y avait un projet photo derrière, mais que voilà, si ça peut inviter, que ce soit à ma petite échelle, 1 ou 2 personnes à faire un petit voyage un peu, on va dire, pas spirituel, parce que c'est C'est des un gros voyage mots, mais d'introspection un peu. ouais, voilà, tu vois, c'est toujours utile. Moi, je te le dis, quand j'ai vu cette vidéo et quand j'ai vu même les stories, quand tu as pu les poster, Ouais, je comment dire? J'avais envie de m'identifier à ça. ouais, OK, Je me suis bon, bah, toujours dit cool. un jour dans ma vie, tu vois, je ferai un voyage solo. C'est pas arrivé encore, mais Mmh. peut-être qu'un jour je le ferai. En Est-ce vrai, que ça sera là-bas? c'est Je trop sais pense pas, important mais de voyager solo ou du moins, partir, quelque part parce que rien que de découvrir des nouvelles cultures, c'est toujours un peu cliché de dire ça, mais c'est hyper, ça t'ouvre sur trop de trucs, ouais. tu vois? Tu apprends sur toi-même, puis rien que de voir des choses différentes, tu vois, c'est agréable Mmh. et que ce soit, sur une petite île ou même, pas super loin, mais tu es un peu obligé pour t'ouvrir, intellectuellement, même pour l'inspiration. Tu es un peu obligé. Si tu restes tout le temps cloîtré, Non, en mais tout bien cas sûr, dans faut ton s'ouvrir au monde. environnement classique, bah, tu évolues enfin, c'est difficile d'évoluer, tu vois, Mmh, vraiment. mmh, mmh. Ouais, moi, je le vois vraiment comme, ouais, on va dire une quête d'introspection, tu vois? Ouais, De se dire, «OK, dans ma vie, j'en suis où?» Là, au-delà du projet photo, tu vois? Même ouais. même sans image. Et tu vois, moi, de plus en plus, même en voyage, je fais un peu l'inverse, moi, je fais pas trop de souvenirs de mes voyages, du moins, Ah ouais, moi, j'aurais un peu du mal, par un contre, petit tu peu vois? avec mon téléphone. Ouais. Mais comme toute l'année, j'ai mon boîtier et Je que capte. j'ai cette dimension, bah, comme on disait tout à l'heure, un peu plus marketing et commercial de la photo, moins hauteur, je pars moins avec du matos, Ouais. tu vois? Alors là, Moi, je me suis j'essaie, pris hein, un des petit fois, hein. Fuji, pour un Moi, 35 j'essaie, hein. millimètres, donc tu Parfois, as je me dis: kiffé, mais «Putain, j'ai envie de partir et de rien faire», genre, juste profiter, mais je me sens obligé d'amener un petit appareil photo ou d'un truc, sinon je me sens pas bien, genre. moi j'ai pris sur les derniers voyages, je prenais juste tu sais, un petit point and shot, Ouais, mais c'est charmé ça, en argentique, vrai. Ouais, ouais, ouais. tu vois, je me fais 2-3 photos, je me fais 1 ou 2 pellicules pour le kiff, c'est tout, ça s'arrête là. Je pense que c'est important de faire des voyages où si tu as une vision très précise, tu as un projet, bon, bah, tu le fais, mais de faire aussi des voyages où, bah, juste tu profites, tu vois? C'est juste du kiff, tu pas de projet en tête, tu pas de contraintes, mentales où tu te dis parce que c'est aussi ça, hein, c'est que quand tu voyages et que tu te forces à créer des trucs, bah, c'est un peu une pression, mentale. C'est-à-dire que si tu pas ce que tu as envie de faire, bah, tu es frustré, du coup, bah, ça impacte sur ton voyage, ceci, cela et Non, puis que tu te tu donnes te des flagelles un contraintes. peu, tu vois? Genre, Même tu te mets des contraintes en plus alors que ouais. mais sur ce goût du voyage, toi, du coup, tu as fait pas mal de destinations. Tu as fait le Maroc, le Sénégal, le Portugal, la Grèce, Ouais, Polynésie, l'Espagne aussi, ouais, la mais là, Chine, plus pour le boulot. récemment. Et voilà, j'allais en parler, les voyages, ça nous forme. On Mmh. découvre, clairement des cultures, des univers. Ton dernier voyage, c'était en Chine. Ouais. D'ailleurs, tu as mis quelques images en story il y a pas longtemps, Mmh. tu as sorti des prints. Ouais. Et tu as parlé d'un nouveau alors tu en as pas parlé directement, je crois, moi j'ai fouillé un petit peu. Tu as parlé d'Anthume. Ouais. C'est quoi? Antune, c'est un mini studio de design qu'on a créé avec un pote, OK. un ami à moi qui s'appelle Samuel Angibault, qui est photographe, mais qui était designer graphique. Ouais. Et en fait, bah, ça part vraiment d'un projet passion où on OK. a vu que, on a un peu le goût, des beaux designs, des belles images et de mixer les 2, qu'on a créé justement ce mini, studio de design où on crée principalement des sites, tu vois, pour des gens. Principalement et récemment justement, on a mis en place un site qui s'appelle Directory OK. qui retranscrit, on va dire, tous les sites de photographes bien designés. Parce que tu OK. vois, moi, j'avais l'habitude d'avoir plein de bookmarks sur mon navigateur en mode: «Ça, j'aime bien ce mec-là, j'aime bien cette meuf». Puis j'avais genre des dizaines et des dizaines de Une page de bookmarks, favoris, ouais. voilà, de pages de favoris et ça nous saoulait d'avoir plein de pages de favoris qu'on perdait, tu vois? Mmh. Et on s'est dit: «Il y a plein de sites ancré design qui regroupe bah, toutes les références de design, Mmh. mais c'est jamais vraiment proche de la photo. Et du coup, nous, on a décidé parce que moi, il y a plein surtout quand je fais mon site ou que je regarde beaucoup les sites de photographes. Et je m'étais fait le constat qu'il y a beaucoup de bons photographes qui n'ont pas nécessairement de site, ou en tout cas pas des sites très terribles, tu vois. Mmh. Et je trouve que la jonction entre tes belles images et comment tu les présentes, elle est hyper importante, Bah, tu vois. bien sûr. Parce qu'il y en a qui font des photos de fous, mais qui savent pas trop présenter leurs images. Et vice versa, il y a des sites de fous furieux où les images, elles sont un peu bof, tu vois. Et du coup, on a fait justement un site qui retranscrit par niche, tous les photographes, euh,
donc c'est par niche, par photographe de mode, documentaire, architecte, etc. Et on a mis tout ça autour d'un beau site pour justement montrer l'importance entre le design et l'image, tu vois. Ouais, comment c'est présenté. Donc ça, c'est un de nos projets passion. Après, on a un peu l'ambition de faire grandir le studio pour qu'on puisse faire des sites pour que ce soit des marques, des labs, des petites institutions comme ça, des marques émergentes. Mais qui mélangent toujours le design et mais voilà, l'image. qui mélangent toujours un petit peu le design et l'image. Parce que moi, le design, en tout cas, que ce soit le design graphique ou même à une plus grande échelle, c'est un truc que je kiffe vraiment. Et j'en tire pas mal d'inspi au-delà de la photo. Là-dessus, tu vois, des beaux mobiliers, comment présenter les identités de marque. Je kiffe, tu vois. Surtout que toi, ça doit jouer sur tes influences aujourd'hui. Parce que tu disais tout à ouf. l'heure, ça s'est construit au fur et à mesure des années. Ouais. Tu as exploré de l'argentique, tu avais ta Rolleiflex. Ouais. C'est ça, comme ça premier moyen format. Ouais, que tu as révisé là, il n'y a pas longtemps. Que j'ai fait réparer, ouais. Et quand tu shootes avec ce type de produit, c'est quoi le degré d'édit? Tu disais tout à l'heure, c'est très léger. Ouais. Mais alors, du coup, tu t'inspires, je suppose, de photographes. Ouais. Pendant un moment, tu avais comme inspire, tu le disais dans ta vidéo, Tanguy et Jonathan. Ouais. Grosse inspi, ouais. On mettra leur tag en description. Aujourd'hui, si tu devais me faire un top 3 de tes photographes, c'est très dur hein, comme question, attention. Ça veut dire un top 3 de tes photographes aujourd'hui, tes photographes ref. En vrai, ça évolue beaucoup et surtout que moi, j'ai beaucoup de refs. Si j'en ai. Il y a une meuf, je crois, qui est anglaise, qui s'appelle Nikki McLaren, qui fait beaucoup les campagnes de Jill Sander, Tekla. Donc, c'est des marques qui ont des identités très, très fortes. Il y a Nikki McLaren. En vrai, des fois, je me souviens jamais des noms. Parce que déjà, ça change beaucoup et j'ai plein de refs et j'oublie toujours les noms des gens que je suis. Nikki McLaren. En vrai, on en revient. Tanguy, au-delà d'être un de mes amis, j'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui se renouvelle énormément dans son travail et qui est beaucoup ancré dans l'expérimentation. Donc, il va tenter des nouveaux procédés et c'est un mec qui m'a beaucoup donné envie de faire de l'argentique. Putain, c'est une question qui est compliquée en vrai. Surtout quand tu explores plusieurs domaines, quand tu as de l'archi, quand tu as de la mode, quand tu as plein de choses. Mais un dernier, pour lui faire plaisir. Laisse-moi réfléchir. Nikki McLaren, c'est sûr. J'adore ce qu'elle fait. Putain, il y a un mec, je me souviens plus c'est quoi son blaze. Souvent, on se rappelle pour son travail, pas forcément pour son nom. Mais en fait, souvent, c'est que genre... il y a un mec qui s'appelle Dudy Hasson, si je le dis bien. Pareil, qui fait beaucoup de marques de fringues, etc., qui a une identité très, très forte. Pareil, qui fait pas mal d'argentique. Il y a qui d'autre On a 3, on a top 3, on est bon. Ouais, en vrai, il y en a plein et ça évolue beaucoup, tu vois. Je pense pas nécessairement que j'ai des photographes préférés. J'ai juste plein d'inspirations que je kiffe, tu vois. Qui sont du coup répertoriés sur ton site, je suppose. Qui sont d'ailleurs répertoriés sur mon site directory.antoum.studio. Allez, parfait. J'ai encore un petit sujet avant qu'on se quitte. Il y a un moment donné où tu as eu une vraie difficulté dans ton parcours créatif. Tu as tout perdu. Ouais. 2 fois même. Hein. 2 fois, ça arrive. Ouais. Ok. Bon, c'est quoi à ce moment-là le sentiment que tu peux avoir? Déjà, raconte-nous un petit peu. Déjà, on souffle. Déjà, on souffle. On va faire la version simplifiée de l'histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ton sentiment à ce moment-là et quelle solution tu as pu trouver? Du coup, je pense que tu fais référence au moment où je me suis fait cambrioler. Oui. Bon, en gros, je me suis fait cambrioler chez moi à Paris et du coup, je m'étais fait voler tous mes appareils, mes ordis et compagnie. Donc, relou. Je suis rentré, j'ai fait, ouais, c'est reparti. Let's go. C'est arrivé quelques en fait, il y avait une ou 2 années avant, j'avais pas tout perdu, mais je m'étais fait voler mon sac dans le train où j'avais ma caméra principale, etc. Donc, pareil, c'était chiant. Mais là, c'était vraiment tout. Le back-to-back, puis là, c'est chez toi, tu vois, c'est différent. En mode, on rentre chez toi dans ton intimité, on encule tout et tout. Enfin, c'est sera bipé, ça. Ouais, excuse-moi.
Et ouais, c'est au-delà de cette intrusion dans ton intimité, bah, moi, c'était tout. Bah, heureusement, on m'a pas pris ni mes archives, ni mes SSD, tu vois. Ok. Et c'est là où j'avais justement toutes les photos de mon livre qui va sortir. Donc, j'étais là en mode, OK, j'ai perdu que du matos, Ouais. mais j'ai quand même toutes mes photos, tu vois. Donc, ça a été quand même un gros soulagement parce que bon, le matériel, c'est chiant, mais je me suis toujours dit que bon, bah, ça revient, tu vois, même si ça a quand même mis une bonne pause dans tout ce que je faisais. Après, moi, je suis toujours assez partisan du. Enfin, j'essaie d'être rien, tu peux résilient, tu faire, vois. Je me dis, bon, bah voilà, je me le suis fait voler. De toute façon, si je me morfonds, ça va être encore pire, tu vois. Oui. Donc, j'essaie de trouver des solutions avec les assurances, etc., où je me suis fait plus ou moins dédommager un petit peu, donc pas à la hauteur de. Spoiler, on est d'accord, les assurances, c'est. Ah, mais en gros, c'est l'enfer. C'est Hein. cata. Hein. Ouais, c'était la cata. C'est vraiment. Bon, c'est très longue histoire, mais je me suis vraiment battu pour récupérer mon assurance. Et ça m'a permis juste de me racheter un boîtier. Donc, j'ai pas récupéré autant de ce que j'ai perdu. J'avais perdu mon gros Mamiya. J'ai perdu des trucs que j'avais achetés un peu de seconde main. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai. Galère à retrouver en plus. Bah ouais, parce qu'en plus, vu que j'avais pas les factures, j'ai pas pu me faire rembourser certains trucs. Donc, maintenant, je fais plus ou moins attention comment tu les achètes, à comment je les achète, tu vois. Mais oui, ça a été une période un peu compliquée. Au-delà, je pense que c'était plus pour le moral. Parce que tu as l'impression qu'on te met tout le temps des bâtons dans les roues à ton développement. Donc, c'était plus de ce côté-là. Après, bon, bah, comme tout, tu vois, ça part, ça revient. J'ai pu me refaire et tout. Donc, maintenant, c'est de l'histoire ancienne, tu vois. Mais c'est sûr que c'est des trucs relous que tu pourrais éviter, tu vois. C'est clair. C'est que tu rentres chez toi, la porte a été démontée. J'étais là en mode, ouais, c'est reparti. En plus, c'était 15 heures. Enfin, bref. Au moins, maintenant, tu as toujours sur ta SSD tes photos, notamment pour ton livre. Ouais. Donc, ton livre, d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais documenter un peu ce projet. Ouais. Mais explique-moi un petit peu, ce livre, du coup, il va reprendre quoi? De quoi il va parler? Bah justement, mon livre, il parle de ce voyage que j'ai fait aux Marquises, sur l'île de Nukuʻiva, où à la base, j'étais parti, certes, pour faire des photos, mais j'avais pas d'intention particulière, parce que vu que j'avais pas prévu mon voyage, je savais pas ce qu'allait arriver. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites là-bas et des expériences que j'ai eues, je me suis dit, putain, mais c'est trop une pépite, tu vois, ce que j'ai devant moi. Et je suis obligé d'en faire un truc. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos que pendant un long moment, j'ai mis de côté parce que j'aime bien aussi quand je fais un taf avec une dimension importante de laisser reposer pour avoir un peu un œil. Puis du recul. Ouais, voilà, pour avoir tout simplement du recul. Donc après, il y a eu aussi l'épisode de cambriolage qui a mis un peu retardé les choses. Et j'avais fait ces vidéos YouTube, mais la vraie raison du voyage, c'est pour justement les photos, tu vois. Et en fait, j'ai fait tout un peu un documentaire autour des personnes avec qui je suis resté là-bas. Ok, mortel. Et les expériences que j'ai eues sur le côté un peu introspectif. Et j'en ai décidé du coup d'en faire un petit ouvrage, tu vois, mon premier livre photo. Que ça sort, moi j'ai pas vu les images que tu as fait là-bas. Personne n'a vu parce que c'est top secret. Ouais. Non, en vrai, en fait, pendant longtemps, j'avais toujours, puisqu'en plus moi je suis assez, et c'est surtout un peu trop perfectionniste dans la manière où je monte mes images. Et parfois, quand ça me prend un peu trop la tête, je viens à ne même pas les montrer. Et en fait, pendant très longtemps, je les ai mis de côté parce que je savais pas comment les montrer, jusqu'à ce que ce projet prenne un peu plus d'ampleur et de concret. Et bah là, elles vont sortir, hein, parce qu'il va falloir que je tease le projet. Donné, ça y est. Parce que là c'est une exclue. Il va sortir, il part en impression là, mortel. la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc là, on termine vraiment les tout derniers détails, les textes, la couverture, etc. Mais le projet va voir le jour. J'ai même la date de l'exposition. Parce qu'il va y avoir une exposition pour la sortie du livre. On la donne là dans le podcast? On peut la donner. Ce sera le 17 avril à la Floréal Belleville. C'est une galerie à Belleville, à Paris. Donc, il y aura 4 jours d'exposition. Il y aura un vernissage pour la sortie du livre. Trop bien. Et du coup, c'est un livre qui rejoint, qui raconte un petit peu. C'est pas au-delà de la carte postale, souvent de la Polynésie, des Marquises. Juste l'aventure humaine que toi, tu as eue. Voilà, exactement. Il y a vraiment cet aspect. Le titre du livre s'appelle Enua. Et Enua, c'est un terme, en tout cas, qui est utilisé en Polynésie pour. Il va un peu tout dire, mais il veut surtout dire la symbolisation entre les Marquisiens qu'ils ont avec la terre. Tu vois, ils ont vraiment un aspect terre sacrée, ancré aux traditions. Aspect très communautaire, ils sont très, très fiers de leur tradition, de leur héritage, etc. Et Nua, c'est un terme qui reprend un peu tout ça, c'est un terme assez spirituel qui lie vraiment la terre à l'humain.
Et je trouvais que ça représentait pas mal toute l'aventure que j'ai eue. Et du coup, le livre, il retrace un petit peu justement cette aventure, les portraits des gens avec qui j'ai résidé pendant plusieurs semaines, l'environnement sur lequel j'ai pu vivre. Et c'est un petit peu pour un ouvrage assez personnel. C'est très personnel parce qu'il va y avoir des textes que j'ai écrits justement sur toute l'expérience que j'ai vécue. J'allais te demander, c'est pas simplement des images, là tu Non. fais. Alors tu ramènes un peu ton projet de design graphique aussi dedans ou pas? Non, alors là, pour le coup, il y a vraiment un mec qui s'occupe de tout le design graphique qui s'appelle Bastien Forato, très très fort, qui m'aide à toute la conception du livre. Parce que là, pour le coup, je voulais vraiment un mec qui s'y connaisse pour avoir un bel objet, tu vois, parce que, surtout dans l'édition, parce que c'est un jargon, l'édition. C'est un game que je suis inconnu, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un mec qui s'y connaît. Mais c'est surtout que, en fait, pendant le voyage, j'ai fait l'exercice d'écrire tous les jours. J'avais un petit carnet de voyage que j'agrémentais au quotidien. Alors, c'était pas de l'écriture de fou, hein, c'était vraiment non, plus mais du le carnet constat, du voyageur, quoi. Voilà, le carnet du voyageur. Et je m'étais dit que c'était intéressant, au vu de la dimension du voyage que j'ai fait, qu'au-delà de juste des images, qui est un petit peu au-delà de la forme, qui est un peu un fond aussi, tu vois. Qui est un peu une dimension journal de littéraire, bord à toi. Exactement. C'est génial. Donc, j'ai un peu repris mes notes. Je les ai un petit peu remodelées pour en faire des textes qu'il y aura au fur et à mesure du livre pour un petit peu transmettre un peu plus, interpréter les images différemment, pour un peu accueillir, donner un peu plus une dimension au projet un peu plus profond que seulement le livre photo. Parce qu'au-delà de juste des belles photos, je veux vraiment que ce soit un bel objet d'art, tu vois. Un truc que tu puisses garder et qui, au-delà, même sur ton étagère, sur ta table ta coffee table, là, que c'est un peu de la gueule, tu vois. Écoute, on en mettra un ici à l'agence. On n'a pas de coffee table, mais quoique si, on a une coffee table. Écoute, trop bien ce projet de livre. Moi, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Je te promets pas qu'on pourra venir sur Paris si on est pris à cette date. Vous êtes bienvenus, mais c'est vrai que c'est un projet hyper enrichissant parce que tu es obligé de mettre la tête dans plein de trucs qui vont au-delà de la photo, tu vois. Toute l'impression et tout, c'est hyper intéressant. Puis en fait, c'est ton objet de A à Z et tu choisis tout. Et ça rejoint un peu le design, c'est que même le choix de la couve, des typos et tout ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore, tu vois, me plonger là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça rejoint vraiment tous mes kiffs, tu vois. La photo, le design, les beaux objets. C'est un beau résumé de où t'en es aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose où j'avais vraiment envie de le faire parce que en tout cas, quand tu fais de la photo, même que ce soit pour des marques un peu plus pro, quand tu fais des projets perso comme ça, et en fait, c'est une autre manière de montrer ton travail. Tu vois, c'est pas, tu sors un peu des réseaux et c'est vraiment des objets concrets puis pour le coup, t'as pas de contraintes, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment toi, tu vois. Et tu montres aux gens, voilà, moi, ça, c'est ma vision. Voilà comment j'aime faire les choses. Et je pense que ça peut aider pour le pro aussi, tu vois. Ouais. Parce que même si c'est des projets très documentaires, très personnels, ça montre qui tu es vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de... On peut s'identifier, de toute façon. On peut s'identifier, parce que tu vois, il y a plein de marques aujourd'hui qui se rendent compte que l'aspect storytelling, identité vraiment forte, ça marche de fou. Ça rejoint les personal brands des créateurs, etc. Carrément. Et du coup, elle donne de la valeur de fou à ces trucs-là, tu vois. Donc, je pense que ça peut aider, tu vois. Après, je le fais pas dans cette optique-là, je le fais pour moi. Mais si ça peut aussi m'aider à un peu plus développer mon activité. Bien sûr, carrément. Carrément, tu vois. Écoute, moi je trouve que c'est une bonne manière de conclure un petit peu tout ça. Déjà parce que ça conclut du coup aujourd'hui où t'en es professionnellement parlant, même dans ta vie. On a parlé de plein de choses, on a parlé justement de ta vision au départ un peu plus moody. C'est bête, mais ça on peut l'oublier, cette vision d'ailleurs. Mais je pense que ça t'a aidé à appréhender une aventure comme celle-là. Ouais. Derrière, tu as eu un autre œil sur une photographie plus mode, plus nature morte, avec des choses comme ça. Je pense qu'on va en retrouver dans ton livre, j'espère. Mais je pense que ça fait aujourd'hui partie de ton style. Ouais. Moi, j'ai hâte de découvrir ce livre. Mais je voulais te demander, avant qu'on finisse ce podcast, est-ce que tu as un petit mot pour conclure, un petit mot pour une personne qui voudrait faire aujourd'hui ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller?
Bah, c'est toujours difficile de donner des conseils parce que même moi, j'ai pas l'impression d'être où je veux maintenant, tu vois. L'objectif, c'est pas que ça fasse objectif billionnaire, c'est plus Ouais. le Là, tu dire, mets une voilà. musique sad, noir et blanc, des Exactement. sous-titres jaunes, et je te pars sur un petit motivation speech. Non, en vrai, je pense que faut en tout cas être assez. Faut avoir assez du recul sur ce que tu fais. C'est hyper important, je pense, pas de pas avoir des œillères, tu vois, parce que et c'est peut-être aussi mettre le nez dans autre chose que ça fait très cliché, mais tu vas regarder des mags, regarder des livres photos, regarder ce qui se fait au-delà de ce que tu peux voir sur Insta et tout. Ça te forge ton œil artistique. Prendre de l'inspi sur plein de supports. Prendre de l'inspi sur plein de supports. Pas hésiter à contacter les gens que tu aimes bien, que tu admires. Parce que certes, tu vas pas avoir des réponses de tout le monde, mais comme je te dis, il suffit d'une personne que tu aimes bien qui te réponde, qui te donne un peu de confiance et qui te donne les ailes pour te lancer un peu, et bah, ça fait la différence de fou. Donc, pas hésiter à contacter les gens que tu aimes bien s'entourer, essayer d'avoir des potes qui font un peu la même chose que toi pour se tenir un petit peu, pour se motiver mutuellement. Ouais. Et je pense surtout qu'il ne faut pas être fermé à des nouvelles pratiques, tu vois. Même ça te paraît, tu vois, moi, j'ai commencé le tirage argentique il y a peut-être 1 an, et franchement, ça a tout changé pour moi. Au-delà que ça coûte très cher, mais surtout que ça m'a changé ma vision, ça m'a changé la manière dont je comprends la photo, les procédés. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à juste essayer plein de choses, se challenger, tu vois. Essayer plein de trucs. Toujours s'éduquer. Moi, même encore maintenant, je regarde des vidéos tout le temps sur comment faire ci, comment faire ça. Et je pense qu'il ne faut jamais arrêter aussi d'apprendre. Ouais. Exactement. Bah, merci Sam. Merci pour ces échanges. Merci à toi. Et on a hâte du coup de voir ton beau livre sortir en mois d'avril. Ça arrive fort. Merci Sam. Comme on dit, coming soon. À plus. Merci à toi.